c'est parti pour 26 km à peu près jusqu'à Cahors. Nous quittons Bâche pour une étape assez longue, mais qui va être normalement cool pour le début. Et ça va juste grimper un peu avant Cahors avant de redescendre. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, le temps est gris. Il pleuvait ce matin, on a mis les capes de pluie et forcément il ne pleut plus. On va trouver plein de petites fresques comme ça, le long de ce chemin. Je ne sais pas si elles sont refaites régulièrement parce que manifestement la pluie ne les lave pas trop. Alors à gauche c'est le détour par le couvent de Véla. Et nous on va tout droit. Bon, je crois que j'ai enlevé la cape de pluie parce que ça me tient chaud. Comme le disait Flo, notre hébergeur à Saint-Jean-de-Lore avant-hier, là on traverse le grand vide. Alors grand vide actuellement parce que, mis à part les bois et quelques fermes éparses, ou quelques résidences éparses, il n'y a pas grand-chose, à part de belles forêts de chênes. Mais je ne suis pas sûr que dans le passé, au Moyen-Âge, ce vide ait été si vide que ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de vestiges de murets, même de vestiges de petites maisons. Et contrairement à l'idée répandue, l'habitat, en tout cas en France et en Allemagne au Moyen-Âge, était beaucoup plus dense qu'on ne l'imagine. La série Game of Thrones, par exemple, donne une représentation de la société médiévale qui n'a aucun rapport avec la réalité. Certes, c'est une série fictive, mais il y a quand même un manque de cohérence. Par exemple, entre deux châteaux, il y a plusieurs jours de marche, voire plusieurs dizaines de jours de marche, et entre les deux, il n'y a rien, à part une ou deux auberges plantées au milieu de la forêt, au milieu de la nature sauvage. L'étude des documents historiques montre au contraire qu'au Moyen-Âge, l'habitat était beaucoup plus dense qu'on ne se l'imagine, avec tout un réseau de petits villages et de petits bourgs où se tenaient généralement des marchés, séparés uniquement par quelques heures de marche. C'est somme toute logique, dans la mesure où il fallait bien alimenter les villes en nourriture. Parce qu'alimenter Lutèce en faisant pousser des tomates cerises sur son balcon, ça a quand même ses limites. Bon, j'ai enlevé une couche parce qu'il commence à faire chaud. Et nous arrivons au mât de Verse. Et après, il nous restera à peu près 18 km à faire. Et là, on va faire une petite pause barre de céréales. La dernière fois, je m'étais arrêté au gîte Poudali.
qui est à 400 mètres sur la gauche. J'avais bien mangé d'ailleurs. Dès qu'on s'arrête de marcher, il fait un petit peu frais. Bien, après cette pause, il est temps de repartir. Il nous reste donc un tout petit peu moins de 18 km à faire. Et comme je vous l'avais teasé hier, il est temps de parler des draps, des oreillers et des chaussettes du pape. Abeille qui butine. Je trouve pas de rimentine. Bon alors, abeille dans les genêts, je ne suis pas gêné. Non, toujours pas. C'est dur la poésie. Comme vous le savez, les Templiers étaient une filiale de l'Église catholique, directement sous l'autorité du pape. Cependant, aucun Templier n'était rattaché au pape lui-même. Aucun, vraiment. À partir du XIIIe siècle, certains Templiers furent directement rattachés au pape. Et ils furent rattachés en tant que cubiculaires. Mais qu'est-ce donc un cubiculaire? Eh bien, un cubiculaire ne doit pas être confondu avec un camerlingue. Ouais, enfin bon, ça c'est évident, qu'un camerlingue et un cubiculaire, ça n'a rien à voir. Ouais, et ben on est bien avancé. Cubiculaire, ça vient de cubiculum, chambre en latin. Là où le camerlingue était une sorte de secrétaire, responsable aussi des ressources financières du pape, le cubiculaire, lui, est responsable de la chambre à coucher. Jusqu'où s'étendait sa responsabilité dans la chambre à coucher, la question reste pendante et j'éviterai de m'aventurer dans des hypothèses hasardeuses. La suite après la descente caillouteuse. De simple domestique, la fonction de cubiculaire évolua pour devenir fonction d'intendant, de garde rapproché, puis prendre des fonctions plus cérémonielles. A noter que la distinction entre camerlingue et cubiculaire ne fut pas aussi nette au cours de l'histoire de la papauté. Les deux fonctions furent regroupées avant d'être de nouveau séparées à l'époque moderne en différentes fonctions de camérier. On va devoir remonter en face avant de redescendre, puis remonter à nouveau au-dessus de Cahors avant de redescendre. Donc nous aurons quelques côtes. J'ai entendu des coups de feu là-haut, parce qu'il y a un centre de tir pas loin. Bon les gars, on n'est pas des sangliers, hein. Eh bien, après ces quelques coups de feu, j'en finis avec mes cubiculaires. Un cubiculaire était attaché au pape lui-même.
c'est-à-dire qu'il prenait ses fonctions dès l'élection d'un nouveau pape et qu'il quittait ses fonctions à la mort du pape, généralement, parce que, comme d'habitude, il y a eu quelques exceptions dans l'histoire. Il fait de plus en plus lourd et il prévoyait des orages en fin d'après-midi. Et nous allons traverser l'autoroute A20. Après peut-être une douzaine de kilomètres de plat ou de quasi plat de descente, celle-là surprend. Alors ça, c'est inattendu, mais ça fait plaisir. Bon bah, pause pique-nique. Bien, après cette pause bienvenue, il est temps de repartir, il nous reste 10 km à faire. Et la pause était vraiment bienvenue, parce que la dernière côte, pourtant on a connu pire, ça m'avait un peu entamé. Autant la première partie de l'étape passait vachement vite, autant celle qu'on vient de passer là me paraît interminable. Et c'est peut-être parce que il fait chaud. Je me ferais bien une sieste quand même. Je comptais vous parler des Templiers de l'argent, mais je pense que je vais remettre ça demain parce que là, il faut que je digère mon sandwich au pâté. Maintenant, c'est sûr, côte et sandwich au pâté sont incompatibles. Là, ça va, ça descend en pente douce, mais on aura une autre côte avant de monter sur le plateau qui domine Cahors. Cahors, dont le nom provient de l'expression Civitas Cadurcorum, qui signifie cité des Cadurques. Parce que les Cadurques, c'était la peuplade gauloise qui habitait dans les environs avant que Jules César ne vienne mettre la pagaille. Sacré Jules. Cahors, c'est aussi la ville du vin de Cahors, que j'ai bien fait de ne pas boire ce midi parce que chaleur lourde, plus côte avec cailloux qui roulent sous les chaussures, plus sandwich au pâté, plus Cahors, égale SAMU. Ça paraît peut-être pas sur l'image, mais ça monte. Donc on ferme les écoutilles et on avance mécaniquement. Bon, petite pause, on doit être aux 2 tiers de la montée à peu près. Ah, vignoble de Cahors. Eh oh, c'est de l'arnaque. C'est de l'herbe. Ça, c'est un papillon qui vient de sortir de son sac de couchage. Bon, on est arrivé en haut de la dernière côte, qui était assez longue. Bon, pas super pentue, mais longue quand même. Et il nous reste moins de 5 km à faire. Et ça va faire du bien d'arriver. L'Onicera periclinenum.
ou chèvrefeuille commun. Voilà, c'était la mini-minute arbuste. La traversée de ce plateau me paraît interminable. Ah, on va enfin entamer notre descente sur Cahors. Cahors, dont j'aperçois les toits et qui doit être à 1,5 km à peu près. Et je me souvenais plus que la descente était aussi raide. En face, c'est le pont Valentré, le pont que nous traverserons demain. Voilà, nous retraversons le Lot et entrons dans Cahors. Bon, le gîte est à presque 1,5 km du pont par où on est entré tout à l'heure. Donc il nous reste un peu de chemin. On vient de revoir Anastasio et Catherine, les amis vosgiens, qui vont eux aussi rejoindre leur gîte. Le nôtre doit être encore à 700-800 mètres. Il est à Pétaouchnok, ce gîte. Il est vraiment lourd. Bon, ça doit être là. Et c'est pas trop tôt. Fin de cette étape de 27 km et demi, dont la seconde partie a été très longue. On a 20 minutes d'avance sur l'heure de l'accueil qui est à 16 h. Demain, ce sera moins long et on ira à Las Cabanes. À demain pour de nouvelles aventures.